On avait monté une petite expérience, un petit protocole d'enquête où on avait représenté une cible. Au centre de la cible, je vais marquer votre domicile ou votre maison, puis votre jardin ou votre cour, puis votre rue, puis votre quartier, puis votre ville, puis la campagne. Et on avait demandé à des personnes de situer des pictogrammes qui représentaient différents types d'espèces. Une abeille, un arbre, en leur demandant jusqu'où accepteriez-vous que ces animaux ou ces végétaux poussent ou soient. On se rend compte que l'acceptation de la biodiversité est différente en fonction des entités considérées, des personnes qui les considèrent, mais aussi des lieux. Comme si, en définitive, les entités de la biodiversité avaient une juste place. Si ces entités de la biodiversité apparaissent dans leur place, ça apparaît dans l'ordre des choses, donc ça apparaît naturel. Et donc est considéré comme nature un parc. Que le parc ait été implanté par l'humain, soit entretenu par l'humain, ou au contraire, soit un espace laissé en libre évolution. La biodiversité, c'est autre chose. La biodiversité, c'est un système composé d'entités vivantes, en interaction, évolutif, dynamique, et ça ne dépend pas de nos conventions sociales. Les poulaillers urbains existent, en particulier en périphérie de Paris. Il y a des renards en périphérie de Paris, et chaque éleveur de poules a mis en place des tas de stratégies pour éviter que les fouines mangent les œufs et les renards mangent les poules. Et l'idée, c'est de bricoler des modes de cohabitation entre les humains et les non-humains. Je ne pense pas qu'on puisse établir une règle qui soit valable partout tout le temps. Je pense qu'on peut peut-être ouvrir une sorte de positionnement modeste en disant bah on bricolera des situations de cohabitation. Il s'agit ici d'une fouine. Voilà, là, on voit bien la tache qui descend jusque sur les pattes. La tache claire descend jusqu'au niveau des pattes antérieures et même des fois déborde sur les pattes antérieures. Chez la fouine est plutôt blanche, très claire. Alors ce qu'on peut dire chez la fouine, c'est qu'il y a des comportements assez différents entre des fouines à la campagne et des fouines en ville, ce qui est quelque chose d'assez général. Les densités d'animaux étant généralement plus fortes en ville, on a des comportements plus sociaux de fouines qui sont capables de se nourrir ensemble au même endroit quand la nourriture est abondante, ou inversement, davantage de compétition liée aux densités plus fortes, ce qui est plus vrai à l'époque où les jeunes ont besoin de nourriture. Donc ça va vraiment dépendre des saisons. Ce que vous voyez là, c'est vraiment super caractéristique de la faune en ville, c'est-à-dire que et dès qu'il y a des interstices dans ce que la ville laisse, en fait, on a des bestioles qui se pointent, quoi. Ça peut être les chantiers, ça peut être les parcs, les berges de canaux. C'est ça les interstices dans le tissu urbain, quoi. La densité de verre, en fait, hein. Ça suit pas mal la densité de verre.
Chez de nombreux mammifères, le marquage du territoire ou simplement le marquage de la présence se fait par des odeurs, soit en frottant certaines parties du corps qui contiennent des glandes odorifères contre des repères, des morceaux, des troncs d'arbres, des petites branches, des morceaux de bois, ce genre de choses, soit directement via l'urine. Et donc le marquage odorifère est très important chez les mammifères, qu'il s'agisse de marquage de territoire au sein de l'espèce ou d'indices de présence entre espèces différentes. Et le chat domestique ne fait bien sûr pas exception à cette règle. L'intérêt de Montsouris, c'est que c'est vaste. La petite ceinture, elle est quand même encastrée dans une matrice urbaine assez forte. Mais du coup, il peut y avoir des espèces qui passent de l'un à l'autre. C'est intéressant, ça, de faire cohabiter comme ça des espaces qui n'ont pas les mêmes fonctions, qui n'ont pas la même gestion et qui, du coup, peuvent servir à différents moments par les mêmes espèces. Et ce qui est fascinant avec la biodiversité, et le monde animal en particulier, mais la biodiversité en général, c'est que la biodiversité, on la rencontre partout. Et j'ai presque envie de dire, on est contraint de cohabiter avec elle. Comment faire pour améliorer la cohabitation entre les humains et les autres animaux en ville ? Il semble que la ville soit partagée donc dans le temps et dans l'espace entre les humains et les autres animaux non humains. Dans le temps et dans l'espace parce que le renard, la fouine, on les perçoit plutôt la nuit, sur des espaces qui doivent être fréquentés de jour par les humains. Et puis dans le temps parce que, par exemple, le petit passereau fréquente le chemin probablement lorsque les humains n'y sont pas, parce que dès que les humains y sont, il va se cacher. Il faut quand même accepter que tout n'est pas bien rangé, donc la ville s'ensauvage un petit peu. Dès qu'on relâche une forme de pression, ce qu'on voit, c'est que la ville, elle offre des opportunités qui sont saisies tout de suite. L'accueil de la biodiversité, enfin de la faune, dépend évidemment beaucoup des caractères de l'espace vert. Si c'est un espace vert qui est petit ou qui est grand, si c'est un espace vert qui est très géré ou pas très géré. Et puis la dernière chose, c'est à quel point un espace est fréquenté par le public, parce que les animaux, surtout les vertébrés, les mammifères, ils s'éloignent quand il y a des humains. Des zones plus naturelles connectées entre elles favoriseront les déplacements, favoriseront la colonisation par la faune périurbaine vers des zones plus urbaines. C'est l'idée des trames vertes, des trames bleues, des trames noires. La trame noire, c'est justement de la tranquillité nocturne et moins de pollution lumineuse. Les trames vertes et bleues, c'est de la continuité d'habitat. La qualité de la trame verte, c'est les endroits où la biodiversité peut se poser et les connexions qu'il y a entre ces endroits. On peut trouver un petit passereau ou une fouine juste beau. Et cette beauté peut nous engager à se dire bon, je ne sais pas trop quelle bestiole c'est, mais je trouve que c'est beau, et donc parce que c'est beau, ça mérite attention. On peut le trouver bizarre, on peut le trouver secret, on peut le trouver utile. Et donc c'est probablement cette redécouverte des formes de relations qui nous lient à ces différentes entités de la biodiversité, qui nous
permettra de reconsidérer notre positionnement par rapport à cette altérité vivante, quoi. Et ces liens, il y en a plein. Des liens fonctionnels, des liens esthétiques, des liens éthiques, des liens fugaces, des liens permanents. J'aimerais qu'on l'on tende à reconsidérer la multiplicité des relations qui nous lient à ces altérités. Comment faire ? Peut-être qu'il faut aussi reconsidérer les formes d'organisation sociale. Donc je me demande si on n'a pas à reconsidérer nos rapports à la richesse, nos rapports à l'accumulation, nos rapports à la consommation et en définitive la conservation, préservation de la biodiversité peut-être sera un effet secondaire de ces nouvelles considérations-là.